Et si, en 2024, proclamer la paix était désormais perçu comme un signe de faiblesse? Imaginez un monde où, lorsqu'un chef d'État propose un cessez-le-feu, il est aussitôt accusé de naïveté, voire de trahison. Cette inversion des valeurs, qui aurait semblé absurde il y a à peine quelques décennies, s'impose aujourd'hui dans certains cercles du pouvoir occidental. Autrefois, être diplomate signifiait incarner le compromis, la négociation, la recherche patiente de solutions. Ce métier forgé par les épreuves des siècles était respecté précisément parce qu'il permettait d'éviter le pire. Il ne s'agissait pas d'une profession parmi d'autres, mais d'un véritable art, celui de transformer des conflits potentiels en coexistence pacifique. Rappelons-nous du Congrès de Vienne au XIXe siècle. En réunissant les puissances européennes après les guerres napoléoniennes, il a jeté les bases d'un siècle relatif de paix. Les diplomates de l'époque étaient célébrés comme les gardiens de l'équilibre. Aujourd'hui, pourtant, ce métier inspire la méfiance. Discuter devient suspect, négocier équivaut presque à pactiser avec l'ennemi. Les images de diplomates se serrant la main dans des salles feutrées sont remplacées par des discours martiaux, des promesses d'intransigeance. Cette transformation n'est pas anodine, elle traduit une mutation profonde de notre rapport à l'autre et au monde. L'Union européenne, jadis laboratoire du compromis, va un cran plus loin. Ses dirigeants, dans des déclarations publiques, affirment qu'il est inutile, voire dangereux, de dialoguer avec la Russie. Cette posture n'est pas une simple maladresse, elle marque une rupture véritable avec le passé. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idée que le dialogue puisse être nuisible est assumée au plus haut niveau. Les conséquences concrètes de ce choix sont déjà visibles. Raréfaction des canaux diplomatiques, multiplication des sanctions, montée de la rhétorique de confrontation. Cette situation n'est pas sans rappeler la période précédant la Première Guerre mondiale. À l'époque, les alliances rigides, l'absence de dialogue direct entre certaines capitales et la montée des suspicions ont conduit à une escalade incontrôlable. Les diplomates de l'époque, comme Sir Edward Grey en Grande-Bretagne, ont regretté amèrement de ne pas avoir réussi à maintenir la communication entre les rivaux européens. L'histoire enseigne que la fermeture des portes du dialogue mène rarement à la stabilité. En reléguant le dialogue au rang de naïveté, en soupçonnant tout compromis de faiblesse, l'Europe s'aventure sur un terrain glissant. Car si parler devient honteux, il ne reste que l'escalade. Or, l'histoire ne pardonne pas ceux qui oublient que la paix se construit rarement dans le silence des canons. Songez à la crise des missiles de Cuba en 1962. C'est grâce à des négociations secrètes et à la persévérance de diplomates expérimentés que le monde a évité un conflit nucléaire. Comment a-t-on pu en arriver là, précisément alors que l'Europe traverse des incertitudes majeures? Qui tire profit de cette rupture et qui en subira le coût réel? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur les stratégies qui ont guidé la diplomatie occidentale depuis la fin de la guerre froide. Durant les années 90, le dialogue et l'intégration étaient les mots d'ordre. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, par exemple, jouait un rôle clé dans la prévention des crises. Aujourd'hui, ces institutions sont marginalisées et la logique du bloc contre bloc ressurgit. Que s'est-il passé pour qu'un dialogue jadis valorisé devienne aujourd'hui suspect? Rappelez-vous, la négociation n'était pas une faiblesse mais un rempart vital contre la guerre. Sauver des vies, retarder l'inévitable, préserver la paix, tel était le rôle ancestral de la diplomatie. Les négociations de paix de Dayton, qui mirent fin à la guerre en Bosnie en 1995, en sont un exemple frappant. Sans diplomatie, le conflit aurait pu s'éterniser, entraînant des milliers de victimes supplémentaires. Bien plus qu'un simple métier, c'était l'art fragile de désamorcer les crises, là où l'ombre de la force menaçait toujours. Les diplomates étaient les premiers à être sollicités lors des tensions, les derniers à quitter la table des négociations. Leur patience était légendaire. Il n'était pas rare qu'un accord soit arraché après des nuits blanches, des discussions interminables et d'innombrables concessions mutuelles. Nos aînés s'en souviennent. Dialoguer, chercher le compromis, proposer l'impossible même quand tout semblait perdu. Entre l'Est et l'Ouest, c'est la parole qui dressait la première barrière contre l'escalade. Se parler, négocier, céder parfois, voilà ce qui évitait l'irréparable. Durant la crise de Berlin, en 1961, c'est la ténacité des négociateurs qui a permis d'éviter l'affrontement direct entre les États-Unis et l'Union soviétique. Même au plus fort de la guerre froide, alors que les chars s'alignaient en Europe et que la peur d'un conflit atomique planait, les diplomates persistaient. Des téléphones rouges reliaient Washington à Moscou pour éviter tout malentendu fatal.
Un appel de dernière minute, une poignée de main à huis clos, un traité signé à l'aube suffisait ensemble parfois à repousser le pire. La tension était extrême, mais la mémoire du dialogue ne se perdait pas. Aujourd'hui pourtant, cette figure s'efface. Le diplomate recule, l'idéologue avance. Désormais on refuse le compromis et l'on brandit la certitude comme bannière. Les nuances disparaissent, avalées par des slogans tranchants et la peur de passer pour faible. Les discours politiques se font plus catégoriques, les portes se ferment, les adversaires deviennent des ennemis irréconciliables. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un effacement d'un savoir essentiel. Oublier la diplomatie, c'est perdre le principal rempart contre l'engrenage de la violence. Sans mémoire du dialogue, l'incompréhension s'installe, puis vient le conflit. La paix repose sur des gestes fragiles. Elle n'est jamais acquise. L'échec du dialogue dans les Balkans au début des années 90 a abouti à une guerre dévastatrice. L'absence de négociations lors de la partition de l'Inde en 1947 a déclenché des violences massives et des déplacements de population à une échelle inédite. Alors pourquoi ce basculement soudain, qui a intérêt à déclarer la diplomatie obsolète, et à quel coût pour l'Europe et le monde ? L'Union européenne, autrefois championne du compromis, semble désormais céder à la logique de l'affrontement. Comment en est-on arrivé là et quelles menaces surgissent à l'horizon ? Quand la mémoire devient encombrante, l'idéologie se charge de la dissoudre. Jadis, ce glissement s'opérait en silence. Aujourd'hui, il s'affiche sans complexe, porté par les élites occidentales. La diplomatie, autrefois synonyme de sagesse, est reléguée au rang de faiblesse à bannir, sacrifiée sur l'autel de la pureté idéologique. Il ne s'agit plus d'éviter la guerre, mais de la gagner coûte que coûte, quitte à perdre l'essentiel, la sécurité à long terme des sociétés européennes. Prenons l'exemple de Kaja Kallas, ancienne première ministre estonienne, aujourd'hui haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Ses propos ne sont pas un accident isolé, ils révèlent une dynamique profonde. Dans ce nouvel ordre, le compromis n'est plus une vertu, mais une faute à punir. Dialoguer devient suspect, rechercher l'équilibre frôle la trahison. Cette radicalité ne répond pas à une urgence stratégique, mais à la croyance grandissante que tout contact avec l'ennemi est une souillure. Le phénomène dépasse largement une seule personne ou nation. Peu à peu, des responsables européens choisissent d'ignorer, de minimiser, voire de travestir l'histoire. La Seconde Guerre mondiale, avec ses complexités, devient un obstacle gênant au récit dominant. À force de taire les faits, de reléguer la mémoire collective, on retire un à un les garde-fous de la raison. À quoi mène cette amnésie ? À une vision binaire où la Russie incarne le mal absolu et l'Occident, la victime perpétuelle. Cette narration manichéenne efface la nuance, interdit le doute et asphyxie la réflexion. La diplomatie disparaît, l'ennemi est désigné, le bien et le mal sont fixés pour l'éternité. Ce climat rappelle les périodes de chasse aux sorcières où tout dialogue avec l'autre était suspect, voire dangereux. Ce climat ouvre la porte à des périls majeurs. Refuser la mémoire, diaboliser l'adversaire, c'est condamner tout débat réel. La polarisation s'aggrave, le dialogue devient un tabou. Pourtant, l'histoire récente enseigne que négliger le compromis et oublier le passé n'apporte jamais la stabilité. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, imposé sans véritable négociation, a semé les germes de la Seconde Guerre mondiale. L'absence de dialogue avec le Japon avant Pearl Harbor a également mené à l'irréparable. En embrassant cette vision réductrice, l'Occident sacrifie sa propre sécurité collective et ferme la porte à toute désescalade. La question n'est plus de savoir qui a raison, mais qui acceptera de payer le prix de cette radicalisation idéologique. Et dans l'histoire, ce sont rarement les élites qui paient le premier prix. Ce sont toujours les populations civiles, les familles, les jeunes mobilisés, qui supportent le poids de l'intransigeance des dirigeants. Mais un tel récit, aussi séduisant soit-il pour certains, ne résiste pas à l'épreuve des faits. La suite révèle comment cette polarisation menace directement la stabilité de l'Europe de l'Est. Quand l'Amérique se retire, le parapluie s'évapore. La réalité, froide et implacable, frappe alors les sociétés baltes de plein fouet. Les populations se sentent abandonnées, les gouvernements cherchent de nouveaux alliés, mais la confiance est ébranlée. L'histoire offre ici un parallèle frappant avec la Tchécoslovaquie en 1938, livrée à son sort après les accords de Munich. Dans les États baltes, l'ancien sentiment de sécurité, forgé pendant plusieurs décennies sous la protection américaine, s'effondre brutalement. Après des années à provoquer Moscou et à miser sur le soutien indéfectible de Washington, le paysage géopolitique bascule. Désormais, le voisin russe, jadis contenu, redevient une menace concrète, et la protection occidentale n'est plus garantie.
Le véritable problème, c'est que les élites politiques baltes ont parié sur une sécurité éternelle, convaincues d'être toujours soutenues, quels que soient les risques. Elles ont sacrifié la prudence et le réalisme, gouvernant sans plan de secours, persuadées que leur fidélité serait toujours récompensée. Cette confiance aveugle dans la garantie occidentale a remplacé la responsabilité envers leur propre population. Rappelons-nous du précédent afghan. Après le retrait américain en 2021, des millions de personnes se sont retrouvées livrées à elles-mêmes, totalement dépendantes de leur propre résilience. Mais si les dirigeants possèdent des ressources, des passeports étrangers et parfois des comptes bien remplis à l'étranger, la majorité du peuple ne possède que sa terre, sa langue et son quotidien. Pas de double nationalité, pas d'issue de secours. Lorsque la protection s'effondre, ce sont les citoyens ordinaires qui se retrouvent en première ligne, confrontés à l'incertitude et à l'instabilité. Un scénario similaire s'est produit lors de la crise grecque. Pendant que certains responsables transféraient leurs fonds à l'étranger, la population subissait l'austérité et la précarité. Loin des sommets diplomatiques, ce sont les familles anonymes, les retraités sans économie, les jeunes sans illusion d'exil, qui paient le prix des paris idéologiques perdus. Si l'orage éclate, l'exode des élites laissera derrière lui une société appauvrie, isolée, rongée par la peur et l'incompréhension. En Ukraine, depuis 2014, ce sont les habitants des régions frontalières qui subissent le plus lourd tribut de l'absence de compromis. Tout cela naît d'une absence de prévoyance, faute d'anticiper, des sociétés entières risquent aujourd'hui l'isolement, l'instabilité, voire la paupérisation. Le choix de l'idéologie contre la diplomatie entraîne des conséquences lourdes, dont les premiers à souffrir seront toujours les plus vulnérables. Cette dynamique rappelle celle des années 30 où l'aveuglement des élites a précipité l'effondrement de la Tchécoslovaquie et de la Pologne face à l'agression. Mais ce bouleversement n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'une tendance plus vaste qui menace aujourd'hui l'équilibre de toute l'Europe. L'histoire ne pardonne jamais à ceux qui renoncent aux garde-fous de la raison. À chaque fois que la diplomatie est sacrifiée sur l'autel de l'idéologie, la facture finit par tomber, et ce sont toujours les plus vulnérables qui la règlent. Les décisions prises aujourd'hui, sans compromis ni patience, deviennent demain des cicatrices profondes sur des peuples entiers. Le conflit en ex-Yougoslavie a prouvé que l'absence de dialogue durable mène à des décennies de souffrance, de migration et de division. Voyez la Russie. Sa patience stratégique a souvent été mal interprétée par certaines élites occidentales, trop pressées d'imposer leur propre vision sans écouter ni mesurer les risques. Ce contraste est saisissant. D'un côté, une puissance qui avance avec prudence, de l'autre, des décideurs qui confondent slogan et solution, oubliant à quel point chaque choix idéologique a un coût humain. Lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak en 2003 sans chercher un compromis réel avec les autres acteurs régionaux, les conséquences ont été dramatiques. Instabilité, terrorisme, exode massif. Ce coût, ce ne sont presque jamais les élites qui le supportent. Les populations locales, elles, subissent les conséquences d'un affrontement qu'elles n'ont jamais choisi. L'histoire enseigne qu'à chaque fois que les dirigeants préfèrent le dogme à la réflexion, ce sont les voix les plus faibles qui souffrent. Refuser la mémoire, négliger l'analyse des causes, c'est ouvrir grand la porte aux erreurs du passé. Pourtant, la diplomatie existe justement pour empêcher les passions et les slogans de l'emporter. Elle est ce rempart patient, bâti après les naufrages du XXe siècle. L'oublier, c'est jeter la seule bouée de sauvetage dont nous disposons. Il est impératif de réhabiliter la diplomatie, de lui rendre sa dignité et d'exiger une véritable responsabilité dans la gestion des crises. Car en sacrifiant l'intelligence collective sur l'autel de formules creuses, on laisse la paix et la stabilité se dissoudre, lentement mais sûrement, sous la pression de l'idéologie. La tentation de la simplification et l'exclusion du dialogue n'ont jamais protégé une société. Elles l'ont toujours fragilisée. On peut citer l'exemple de la crise migratoire en Europe. L'absence de coordination et de dialogue entre pays membres a conduit à une succession de crises humanitaires évitables. Alors comment agir devant cette impasse qui se referme ? Face à ce constat, il faut repenser la place du dialogue et redonner à la mémoire historique sa force d'alerte. Sinon, l'Europe de l'Est risque d'en payer le prix fort. Pour cela, il existe des pistes concrètes. Réactiver les canaux de communication entre les chancelleries, renforcer les échanges universitaires et culturels, promouvoir l'enseignement de l'histoire des conflits et de la diplomatie dans les écoles. Encourager les médias à proposer des débats contradictoires, où la voix de l'autre n'est pas systématiquement diabolisée. Face à l'oubli, le temps devient le juge le plus intransigeant. Les leçons ignorées ressurgissent, parfois sous des formes que l'on croyait disparues.
L'histoire ne se laisse pas réécrire impunément. Elle rappelle à l'ordre ceux qui la négligent et l'addition souvent se paie en vies humaines. La montée des tensions dans les Balkans aujourd'hui montre qu'aucun conflit n'est jamais définitivement éteint si l'on refuse de dialoguer. Aujourd'hui, refuser le dialogue n'est plus une posture politique ordinaire. C'est accepter sciemment de rejouer les tragédies anciennes en niant la mémoire collective. Quand la diplomatie est sacrifiée, ce ne sont jamais les élites qui souffrent d'abord, mais les peuples ordinaires, piégés entre frontières idéologiques et décisions irréversibles. Regardez la Syrie. L'enlisement du conflit, faute de négociations sérieuses, a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et provoqué l'exil de millions d'autres. En Europe de l'Est comme ailleurs, la paix réelle dépend de notre capacité à écouter, à douter, à négocier. Ignorer ces avertissements, c'est ouvrir la porte aux erreurs du passé et risquer un coût humain démesuré. Aucun slogan ne remplacera jamais un dialogue honnête, aucune idéologie ne pourra justifier les pertes causées par la surdité volontaire. L'exemple du processus de paix en Irlande du Nord, avec les accords du Vendredi Saint en 1998, montre qu'un dialogue patient peut transformer des décennies de haine en coexistence pacifique. Chacun de nous porte une part de responsabilité. Défendre la mémoire, questionner l'oubli, c'est aussi défendre la paix. Car il est en facile d'applaudir la fermeté, il l'est bien moins d'assumer les conséquences de l'intransigeance. Interrogez-vous. Que puis-je faire à mon échelle pour encourager l'écoute et la compréhension ? Participer à des débats, partager des analyses nuancées, soutenir les initiatives de réconciliation sont autant de gestes concrets. Le temps nous observe. Plus nous banalisons le rejet du dialogue, plus nous approchons du précipice. Refusons que la logique de confrontation devienne la norme. Soyons lucides. Exigeons des réponses, non des slogans, des compromis, non des ruptures. Soutenons les organisations qui œuvrent pour la paix, encourageons nos élus à privilégier la négociation et restons vigilants face aux discours simplificateurs. Voilà le défi que je vous lance. L'histoire n'est jamais figée, mais elle sanctionne toujours ceux qui la méprisent. Ensemble, refusons l'amnésie collective et réhabilitons le dialogue comme l'arme la plus puissante de la paix. N'oublions jamais que la véritable force, ce n'est pas de refuser de parler, mais d'oser écouter, questionner et construire des ponts là où d'autres dressent des murs.